Bonjour, je suis Ludovic Meuret, je suis infirmier anesthésiste au CHU de Rennes. Donc, bienvenue au lundi du RAR, le webinaire mensuel du groupe RAR, Recherche en anesthésie réanimation rennaise. Nous accueillons aujourd'hui la professeure Alice Blais, qui est médecin anesthésiste réanimateur aux Hospices civils de Lyon. Elle va nous présenter aujourd'hui les médicaments de l'insuffisance cardiaque en anesthésie. Vous pourrez bien sûr lui poser vos questions via le chat. Je me chargerai de lui les transmettre. Mais bon, en attendant, Alice, un merci à nouveau. On se l'est dit un petit peu avant la retransmission, mais merci à nouveau d'avoir accepté notre invitation. Je te laisse partager ton document. On est très heureux que tu sois avec nous et je te passe la parole. Merci beaucoup, Ludovic, tout d'abord pour l'invitation. Ça me fait très plaisir d'être présente avec vous ce soir. Et donc, effectivement, comme l'a dit Ludovic, donc, je suis professeure d'anesthésie-réanimation à la Croix-Rousse à Lyon. Et ma thématique, bien, c'est l'insuffisance cardiovasculaire, on va dire au sens large, en anesthésie et en réanimation. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous parler des médicaments de l'insuffisance cardiaque en anesthésie. Et on va essentiellement, vous allez voir, parler des nouveaux médicaments de l'insuffisance cardiaque. Et vous allez voir qu'il y a eu pas mal de nouveautés, en fait, ces dernières années et que ça change très, très vite dans ce domaine et que ça a des implications pour nous au quotidien en anesthésie. Tout d'abord, j'ai aucun conflit d'intérêt avec cette présentation. Et donc, de quoi on parle? On parle des patients qui sont insuffisants cardiaques chroniques. Et pourquoi on en parle? Parce que c'est quand même 1 à 2 de la population générale et ça représente 10 des patients de plus de 70 ans. Et comme vous le savez, les patients qu'on a actuellement, ils sont de plus en plus âgés et de plus en plus comorbides, donc avec de plus en plus de pathologies et des listes de médicaments à rallonge également. Alors, vous allez me dire, d'accord, mais est-ce que ça a un impact, en fait, d'être insuffisant cardiaque et d'avoir une intervention chirurgicale ou de médecine interventionnelle? Eh bien, oui, ce que vous pouvez voir ici dans ce petit tableau qui résume la mortalité, donc on parle bien de décès, hein, à J30 ou à J90. Si on est insuffisant cardiaque, vous voyez qu'on a quasiment 2 fois plus ou même 4 fois plus de risque de décéder après une intervention chirurgicale. Bien sûr, vous allez le voir, je vais vous représenter les différentes classes d'insuffisance cardiaque, parce que c'est un ensemble qui est assez vaste et hétérogène, et donc qui implique en fait plein de différents syndromes, on va dire, dans l'insuffisance cardiaque. Et on peut le classer notamment avec ce que vous connaissez bien en anesthésie, la fraction d'éjection ventriculaire gauche. Et bien sûr, plus elle est altérée, plus elle est basse, plus l'insuffisance cardiaque va être basse et plus le risque d'événements cardiovasculaires en post-opératoire va être important. Nos amis cardiologues, là, c'est la Société européenne de cardiologie, l'ESC, a fait énormément de recommandations sur les patients cardiovasculaires, soit qui vont au bloc opératoire pour le management, justement, la gestion de leur traitement avant une intervention, soit également pour tout simplement comment on traite et comment on diagnostique l'insuffisance cardiaque. Et elles sont assez récentes, vous allez voir, il y a vraiment beaucoup d'évolutions sur le sujet. Donc en 2022, ils ont sorti des recommandations sur la gestion des traitements cardiaques pour les patients dits cardiaques, donc pas que les insuffisants cardiaques. Et là, je vais vous faire juste un bref rappel sur la gestion des anciens traitements. Ceux-là, normalement, vous les connaissez tous et on n'a pas ou peu d'interrogations dessus, ou alors on n'a pas encore les réponses. Mais voilà, par exemple, les bêta-bloquants, on sait tout ce qu'il faut normalement, pas d'interruption, on l'initie pas en périopératoire, on le donne le matin de l'intervention. Ça, normalement, c'est quelque chose qui est acquis maintenant depuis plusieurs décennies. Pour les IEC et les ARA2, classiquement en Europe, on va les arrêter le matin de l'intervention, donc pas de prise le matin de l'intervention. Les antiarythmiques et les statines, on les poursuit. Les diurétiques, on les arrête la veille également. Et les antagonistes récepteurs de l'aldostérone aussi. Donc ça, c'était ce qu'on avait comme arsenal thérapeutique, on va dire, depuis plusieurs années. Et on savait à peu près les gérer. Il y a une interrogation quand même qui demeure sur IEC-ARA2 et vous avez peut-être entendu parler ou participer même à l'étude Stop or Not dont les PI sont Mathieu Legrand et Étienne Gaillard. Et la question c'est en fait est-ce qu'il faut les arrêter ou pas avant une chirurgie? Parce qu'en Amérique du Nord en fait ils ont une stratégie opposée à l'Europe où ils poursuivent en fait l'IEC et l'ARA2 durant les interventions. Et à ce jour il n'y avait pas de données comparant l'une ou l'autre des stratégies avec en Europe la crainte d'avoir une hypotension réfractaire aux amines si on poursuivait les IEC et les ARA2, et en Amérique du Nord, la crainte d'avoir en fait une interruption de traitement et donc une majoration des événements cardiovasculaires post-opératoires. L'étude est finie, on attend sous peu les résultats, donc on aura peut-être bientôt une réponse à proposer.
Et depuis, en fait, il y a beaucoup de nouveaux traitements qui sont apparus dans le domaine de l'insuffisance cardiaque, notamment les inhibiteurs de la népriséline couplés à un ARA2, que sont le sacubitril/valsartan ou l'Entresto de son nom commercial, les glyphosines, qui sont les inhibiteurs des SGLT2, les sodium glucose like transporteurs, c'est des glyphosines, donc notamment l'empagliflozine et la dapagliflozine. Les agonistes de la glucosinate cyclase, qui est le Versigouate, qu'on voit un peu moins en Europe actuellement et en France, mais qui existe beaucoup aux États-Unis et qu'on commence à voir arriver ici en France. Et je vais vous parler également aussi de quelques antidiabétiques qui sont notamment utilisés chez les coronariens et je pense que c'est important que les anesthésistes en entendent parler. Il y a les inhibiteurs de DPP4 sur lesquels je ne m'étendrai pas et surtout il y a les agonistes des récepteurs GLP1. Donc, ils sont tous les médicaments qui finissent en glucides euh, et qui sont utilisés notamment dans la gestion des diabétiques. Donc, en 2021, nos collègues européens de la Société de cardiologie européenne ont sorti de nouvelles recommandations sur le diagnostic, le traitement de l'insuffisance cardiaque, qu'elle soit aiguë ou chronique. Et pour vous rappeler, la définition de l'insuffisance cardiaque, c'est classiquement en 3 catégories. En rouge, ici, vous avez représenté la catégorie à laquelle on pense en fait quand on pense à l'insuffisance cardiaque. Ça s'appelle l'FREF, ça veut dire Heart Failure Reduced Ejection Fraction. Donc, c'est insuffisance cardiaque à fraction d'éjection réduite. Et c'est donc le patient qui a une fraction d'éjection qui est réduite, ici inférieure à 40%. Donc, celui-là, quand vous voyez sur la consultation d'anesthésie avec l'écho qui montre une fraction d'éjection inférieure à 40%, normalement, il y a tout le monde qui dit oh là là, au secours, et qui s'agite. Et celui-là, on y pense, on étiquette bien insuffisant cardiaque. Et en général, il est symptomatique. À l'opposé, en vert, de l'autre côté, vous avez les FPS. C'est pareil, les insuffisants cardiaques, mais cette fois à fraction d'éjection préservée. Donc, j'ai une fraction d'éjection qui est supérieure à 50%. Et cela, souvent, on les dépiste pas en consultation d'anesthésie, où on y pense beaucoup moins. Et c'est ceux qui vont en fait avoir une dysfonction diastolique, des pressions de remplissage qui vont être élevées. Et donc, il faut pousser un peu l'interrogatoire et faire une échocardiographie chez ce patient pour être sûr. Et puis, au milieu, il y a la zone grise, donc là, elle est orange, qui est les insuffisants cardiaques à fraction d'éjection modérément réduite, parce que ils se sont aperçus qu'il y avait un entre-deux, en tout cas pour les médicaments à ce moment-là, et qu'il fallait les classifier pour savoir en fait à qui on donnait les médicaments. La grande nouveauté de ces recours en 2021, c'est que maintenant, il y a une quadrithérapie qui est recommandée pour votre patient insuffisant cardiaque, et là, c'était à fraction d'éjection réduite, vous voyez qu'il y a le petit R, pour réduire la mortalité. Donc, c'est ces 4 médicaments-là. Donc, c'est soit un IEC ou la nouvelle association sacubitril/népriséline, un bêta-bloquant, un antagoniste des récepteurs d'aldostérone et un inhibiteur des SGLT2. Et donc ça, c'est fondamental puisque c'était un énorme changement. On n'avait plus la trithérapie qu'on avait avant, on a une quadrithérapie et surtout on a l'apparition des SGLT2 inhibiteurs qui n'étaient pas présents jusque-là. Donc déjà, la première chose, c'est si vous voyez un patient insuffisant cardiaque arriver avec ces traitements, le premier raisonnement, c'est pas de vous dire oh là là, mon Dieu, c'est quoi ces molécules, j'y comprends rien et je ne sais pas ce que c'est. C'est ouf, il est bien soigné en fait, il est bien suivi et le cardiologue, il est à jour des repos. Donc en fait, ça veut dire qu'a priori, mon patient, il est bien pris en charge et bien optimisé. Donc au contraire, ça doit vous rassurer. L'autre médicament qui est préconisé dans l'insuffisance cardiaque, c'est les diurétiques. Donc là, il n'y a rien de nouveau, sauf qu'en fait, ils sont ils sont utilisés surtout pour réduire tout ce qui est symptômes, en fait. Donc notamment la dyspnée, les hospitalisations, la mortalité. Mais vraiment, j'insiste, vous voyez un insuffisant cardiaque à fraction d'éjection réduite, et on va voir plus loin aussi les autres maintenant, il faut vérifier qu'il y ait cette quadrithérapie. S'il n'a pas cette quadrithérapie, il faut l'adresser à votre cardiologue. Alors bien sûr, ça dépend du degré d'urgence de votre intervention, mais c'est important qu'ils puissent avoir les traitements adéquats. Alors, le sacubitril/valsartan, qu'est-ce que c'est? Donc là, c'est une diapositive que j'ai empruntée à Hélène Nouguet, qui travaille à l'HEGP, qui a fait sa thèse de sciences sur le sujet. Donc, c'est l'association de 2 molécules, le sacubitril et le valsartan. Donc, le valsartan, vous connaissez, ça agit sur le système rénine-angiotensine. Je vous rassure, on ne va pas voir tout la voie de signalisation. Et le sacubitril, qui est donc le petit nouveau, ça agit sur le système des peptides natriurétiques. Donc vous connaissez probablement le BNP ou le NT-proBNP qu'on dose, nous, pour pouvoir diagnostiquer l'insuffisance cardiaque, d'ailleurs en pratique clinique. Et donc la népriséline, qui est ici, en fait, la sacubitril, c'est un inhibiteur de la népriséline
sert à la dégradation en fait des peptides natriurétiques. Et donc c'est par ce système-là que ça va avoir cet effet cardiovasculaire intéressant pour les insuffisants cardiaques. Une étude qui est parue en 2014, vous voyez que ça date un peu maintenant dans le New England Journal, a montré que l'association sacubitril/valsartan, qui était ici avec son nom de développement pharmacologique, donc le LCZ 696, eh bien, avait moins d'effets. Pardon, donc ça, c'est la probabilité d'avoir un événement cardiovasculaire. Et donc ici, la courbe en rouge, vous voyez qu'il y a moins d'événements cardiovasculaires quand on est sous ce traitement comparé à un IEC seul. Voilà. Et le sacubitril/valsartan, donc l'Entrexto, eh bien, en fait, il y a plein d'effets pléiotropes. Ça agit sur plein de choses. Donc, les peptides natriurétiques, donc, comme je vous ai parlé, la vasoréactivité, l'hypoxie tissulaire, ça agit même sur le contrôle glycémique et les voies de détoxification. Et donc, ça a un effet pléiotrope, en fait, pour les insuffisants cardiaques. Ça agit principalement pour, on va dire, l'insuffisance cardiaque sur deux aspects, que sont la vasodilatation et également la diminution de l'hypoxie tissulaire au niveau systémique. Donc, vous vous en doutez, si ça joue sur la vasodilatation, forcément, ça peut avoir un impact pour nous en tant qu'anesthésiste. Donc, la question, c'est qu'est-ce que je fais, moi, en anesthésie demain matin, ou à la consultation, là, je vois un patient qui est sous Entresto, j'en fais quoi? Alors, le risque, si je le poursuis, c'est qu'il y ait une hypotension. Un peu aussi comme ceux qui étaient déjà sous valsartan auparavant. La demi-vie, elle est plutôt longue, c'est à peu près 12 heures. Et donc, on va plutôt l'arrêter le matin de l'intervention pour éviter ce risque d'hypotension. Néanmoins, on n'a pas vraiment de réponse sur la question parce que même si ça date de 2014, le temps qu'on ait des retours tout simplement sur l'effet, en tout cas en anesthésie, ça prend un peu plus de temps. Et l'étude Stop Hormone dont je vous ai parlé tout à l'heure, il y a un sous-groupe qui a inclus des patients sous sacubitril/valsartan et qui va être analysé. Alors bien sûr, ce n'est pas l'objectif principal de l'étude, mais ça pourra déjà nous donner une idée de la direction à prendre. Est-ce qu'il faut les traiter comme les IEC et les ARA2 et on verra quelle est la conclusion de l'étude, et ou alors au contraire, est-ce qu'il faut avoir une conduite à tenir différente? Donc on attend avec impatience leurs résultats. Il y a également une étude rétrospective qui est en cours sur les patients qui entrent en réanimation et qui sont sous Entresto pour voir si ça a un impact majeur ou non. Mais bon, il y a encore beaucoup d'incertitudes pour manager ces inhibiteurs de la népriséline. Je vous ai dit, nos amis cardiologues, ils sont très prolifiques et en 2023, ils ont déjà actualisé les recommandations de 2021 sur le diagnostic, le traitement d'insuffisance cardiaque. Alors, pourquoi ils ont fait ça? Parce qu'ils ne sont pas que prolifiques pour faire des recommandations. En fait, ils sont très prolifiques tout court pour faire beaucoup d'études et ils ont avancé énormément les données, les connaissances en 2 ans. Ici, vous avez représenté les médicaments recommandés pour les insuffisants cardiaques à fraction modérément réduite d'éjection et à fraction préservée. Donc, si vous vous souvenez, en 2021, il y avait uniquement les SGLT2, notamment pour les patients qui avaient les fractions d'éjection réduites. Et là, en 2023, les SGLT2 sont introduits pour en fait toutes les catégories d'insuffisants cardiaques. Ce qui fait qu'aujourd'hui, un insuffisant cardiaque, il doit avoir les SGLT2 pour bénéficier des traitements, des derniers traitements et être bien traité. Alors, pourquoi ils ont fait ces recommandations? Eh bien, parce qu'en fait, entre 2021, on va dire, et 2023, sont parues énormément d'études sur les SGLT2 et leurs bénéfices dans tous les types d'insuffisance cardiaque. Ici, vous avez résumé les principales études qui sont parues. Et là, je ne vous ai pas mis le nom des journaux, mais c'est que des grands titres. C'est le JAMA, le New England, les gros journaux de cardio, etc. Donc, c'est vraiment des énormes études. Et les cardiologues, quand ils font des études, c'est plus de 10 000 patients. Enfin, c'est hyper robuste comme niveau de preuve. Ce qui est intéressant quand même pour la petite histoire, c'est que le SGLT2, initialement, ça a été un médicament qui était fait pour le diabète, en fait, et qui a d'ailleurs un effet pour contrôler la glycémie. Je vais vous en parler un peu juste après. Et en fait, ils ont tout d'abord observé les effets cardiovasculaires chez les patients diabétiques, puisque comme vous savez, le diabète a un retentissement cardiovasculaire important, et donc tout traitement doit être monitoré sur cet effet cardiovasculaire. Et ils se sont rendus compte en fait qu'il y avait un bénéfice chez les patients qui étaient diabétiques et insuffisants cardiaques à utiliser cette molécule. Et donc c'est de là qu'ils se sont dit mais ça serait intéressant peut-être de le mettre systématiquement aux patients diabétiques et insuffisants cardiaques.
Et de là, petit à petit, ils ont élargi en ouvrant à tous les patients insuffisants cardiaques, diabétiques ou non. Et toutes ces études ont montré qu'en fait, il y avait un bénéfice majeur. Et le bénéfice, il est notamment lié en termes d'hospitalisation liée à l'insuffisance cardiaque et pour certaines études également sur la mortalité. Alors, les glyphosines, je vous le disais, donc c'est la première indication que c'était dans le diabète, parce que ça a un effet sur la glycosurie et donc ça diminue l'insulinorésistance. Ça a des effets hémodynamiques aussi importants, notamment via une natriurése et des effets cardiaques via différents aspects, soit via les fonctions mitochondriales et puis via l'échangeur NAH+, qui réduit le sodium en intracellulaire. Et puis ça a également des effets sur le rein au niveau de la production de la rénine. Donc on retrouve le système rénine-angiotensin-aldostérone. Donc pour résumer, c'est une molécule qui a des effets en fait vraiment pléiotropes, à la fois cardio et rénaux, et qui sont indépendants du contrôle de la glycémie. Donc on peut les avoir dans plusieurs indications, chez un diabétique tout court, ou chez un insuffisant cardiaque, et maintenant, quelle que soit sa fraction d'éjection. Donc, l'insuffisant cardiaque à dysfonction diastolique avec des pressions de remplissage élevées, il a une indication à avoir des SGLT2. Ici, vous avez résumé d'un côté les dégâts causés entre guillemets par l'insuffisance cardiaque à fraction d'éjection préservée et les mécanismes de DSGLT2 en parallèle. Et vous voyez que pour chaque ligne, en fait, eh bien, on a un bénéfice à introduire des SGLT2. Donc vraiment, ça agit sur plusieurs voies de signalisation. C'est vraiment des molécules qui améliorent la mortalité chez ces patients. Donc c'est fondamental en fait ce qu'ils l'ont. Et encore une fois, moi je suis plutôt rassurée quand je vois cette molécule. Je me dis que mon patient est bien pris en charge et plutôt inquiète si je la vois pas alors qu'il y a une indication en me disant oula, je ne sais pas depuis combien de temps il a vu son cardiologue, mais il va falloir qu'il y retourne. Donc l'étapagliflozine, ça empêche la réabsorption rénale du glucose. Ça diminue la glycémie par un autre mécanisme que l'insuline, donc c'est ça qui est intéressant chez les patients diabétiques. Et il y a une glycosurie qui provoque une petite perte de poids et une natriurése avec une augmentation de la réabsorption des cétones. En parallèle, ça a quelques inconvénients. Ça augmente les infections urinaires. Donc, il faut être vigilant dessus. Il y a un risque de déshydratation et donc ça, pour nous, c'est important en anesthésie parce qu'on ne veut pas que nos patients soient complètement déshydratés le matin d'intervention. Et surtout, il y a un risque d'augmentation du glucagon et de la néoglucogénèse et de la cétogénèse hépatique. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire en fait qu'il y a un risque d'acidocétose, un risque d'acidocétose, mais euglycémique, c'est-à-dire à glycémie préservée. Alors tout d'abord, pour contrer ces effets, qu'est-ce que je fais? Quand est-ce que je les arrête? Donc là, c'est les recos de 2022 des cardiologues européens qui disent qu'il faut arrêter les SGLT2 au moins 3 jours avant la chirurgie, si la chirurgie est à risque intermédiaire ou élevé, pour éviter justement les risques d'hyperdurèse et d'hypovolémie sur diurèse osmotique et également les risques d'acidocétose euglycémique dont je viens de vous parler. Pourquoi on l'arrête si tôt? Parce que la demi-vie, elle est assez longue, elle est environ de 15 heures et la diurèse osmotique a un vrai impact. Donc, c'est pour ça qu'on les arrête vraiment 3 jours avant les chirurgies à risque intermédiaire et élevé. Et donc, l'acidocétose euglycémique, je vous en parlais à l'instant, c'est vraiment un des risques. Et ce qui est piégeux, je ne me dis pas, c'est pas grave, c'est pour le diagnostic. Parce que cette fois, on n'a pas d'hyperglycémie. Et donc, il faut y penser, en fait. Donc, la première chose, c'est d'y penser. Le problème, c'est que l'acidocétose, c'est la même présentation, à part qu'il n'y a pas d'hyperglycémie que celle liée au diabète. Et donc, les signes sont totalement spécifiques, surtout, enfin, moi, je fais du digestif, en post-opératoire digestif, un patient qui est nauséeux, qui vomit un petit peu et qui a des douleurs abdominales. Bon, il va falloir y penser. Et donc, la première chose, c'est de me dire, ah, mon patient, il est sous SGLT2. Quand est-ce qu'il a arrêté? Et puis, en fait, j'y pense, je vérifie. Et comment je vérifie? Je fais une cétonémie précapillaire. Et si ma cétonémie suspecte une acidocétose euglycémique, alors je vais faire un gaz du sang pour confirmer l'acidose métabolique. Et après, le traitement, il est similaire, entre guillemets, à l'acidocétose diabétique. C'est juste qu'il faut, cette fois, administrer un soluté glucosé beaucoup plus précocement. Et vous poursuivez de la même façon la suinothérapie tant que vous avez une cétonémie qui n'est pas inférieure à 0,6. Et bien sûr, vous suspendez le traitement jusqu'à la résolution de l'acidocétose. Donc, il y a souvent une question aussi sur quand est-ce que je le reprends, ce traitement? Et donc, quand est-ce que vous le reprenez? Il n'y a pas de réponse dans la littérature. Classiquement, vous allez le reprendre un peu comme la metformine, on va dire. Donc, si votre patient il va en secteur, ce n'est pas une grosse chirurgie, vous allez probablement pouvoir le reprendre le lendemain tranquillement.
votre patient il est en soins continus ou en réanimation en post-opératoire, et ben, vous allez attendre la résolution des défaillances d'organes pour pouvoir reprendre sereinement en fait les GLT2. Donc, pour résumer pour les GLT2, donc si on a un contexte aigu, chirurgie ou une pathologie médicale, eh ben, on a un gros risque d'acidose, cétose métabolique à trop ionique augmentée, avec des signes classiques mais aspécifiques dans notre contexte. L'acétonémie capillaire qui va être élevée. Attention, parce que du coup, il va avoir cette normoglycémie. Attention également, parce qu'il n'y a pas de cétonurie, donc c'est bien la cétonémie qu'il faut faire. Et attention également à les supplémenter en glucose, parce que ça va être nécessaire dans leur cas, contrairement à une acétocétose diabétique. Et encore une fois, la recherche de cette complication, bah, ça commence déjà par y penser et donc faire l'examen, la cétonémie chez un patient qui prend une glyphosine. Un nouveau médicament qui a apparu récemment, c'est le Versigouate, qui est un agoniste de la guanylate cyclase. Celui-là, on ne le passe pas encore beaucoup, mais il y a de plus en plus de prescriptions de Versigouate en Amérique du Nord. Donc peut-être que ça nous arrivera prochainement, parce que comme vous pouvez le voir ici, il y a un New England Journal là, qui date de 2020 qui a montré qu'en fait, l'activation donc, de la guanylate cyclase, le mécanisme de ce médicament, a augmenté la biodisponibilité du NO, donc vous savez qu'il joue sur le tonus vasculaire et que ça a montré qu'il y avait une baisse de la mortalité des causes cardiovasculaires et des premiers épisodes de décompensation de l'insuffisance cardiaque. Seulement, l'effet secondaire, c'est une hypotension. Donc, bon, déjà une question, c'est quand on prescrit tous ces médicaments ensemble, qu'est-ce que ça fait? Est-ce que ça fait un cocktail détonnant? Aujourd'hui, il n'y a pas de réponse. Nous, en anesthésie, qu'est-ce qu'on en fait? On n'a pas vraiment de données pour répondre à la question. Le groupe de patients qui est aujourd'hui ciblé éventuellement pour le recevoir, c'est les insuffisants cardiaques les plus graves, donc à fraction d'éjection réduite. On préconise de l'arrêter le matin de l'intervention, mais encore une fois, il n'y a pas de données et c'est pour le risque d'hypotension lié à cette molécule. Un médicament qui n'est pas à proprement parler un médicament de l'insuffisance cardiaque, qui est plus utilisé dans le diabète, mais on le voit aussi beaucoup chez les diabétiques coronariens. Et comme vous le savez ou pas, mais dans ce cas-là, je vous le dis, l'insuffisance cardiaque, eh ben, elle peut être liée à plein d'étiologies, mais la principale étiologie, c'est quand même l'étiologie ischémique, la coronariopathie. Et donc, ces patients peuvent être traités par des agonistes des récepteurs GLP-1, le glucagon-like peptide 1. Les noms, c'est glutide à la fin pour les débusquer sur l'ordonnance. Et donc, les noms commerciaux qu'on voit régulièrement, c'est Ozempic ou Trulicity. Et les agonistes donc des GLP-1, ils ont plusieurs effets. Ils ont bien sûr un effet sur l'insuline, ce qui stimule la production d'insuline par les cellules bêta et diminue le glucagon par les cellules alpha. Donc, du coup, ils augmentent la sensibilité à l'insuline. Donc, c'est ce mécanisme qui intéresse pour les patients qui sont diabétiques. Un mécanisme qui va nous intéresser pour l'anesthésie, vous allez très vite comprendre pourquoi, c'est la satiété. Ça en fait induit une gastroparésie et donc ça permet une évolution d'une vidange plus lente et donc les patients ont moins faim. Ça ralentit également la vidange gastrique de l'estomac et c'est un médicament qui est utilisé beaucoup en Amérique du Nord et on voit un petit peu des dérives aussi apparaître ici en France. C'est un médicament qui est utilisé comme un amaigrissement. Et donc, il peut y avoir un mésusage aussi de ces médicaments. Et donc, il faut faire attention à les débusquer sur le traitement par l'ordonnance de vos patients. Aujourd'hui, il n'y a pas de certitude sur le fait que ça baisse les événements cardiovasculaires chez les diabétiques. Il y a uniquement 2 molécules parmi la classe des glutides qui ont montré que ça pouvait modifier la mortalité cardiovasculaire, donc ce qui n'est pas du tout anodin, et que ça ne modifie pas les hospitalisations. Donc, il y a encore des doutes là-dessus. La catégorie de patients chez qui ça serait probablement le plus efficace, ça serait un sous-groupe de patients qui est diabétique, insuffisant cardiaque et obèse. Voilà. Et donc, ça, c'est une population qui est fréquente en Amérique du Nord. Voilà. Et donc là, il y a un New England, vous voyez, tout frais, qui vient de sortir en 2023, qui montre dans cette population un intérêt. Un bref mot sur les inhibiteurs de DPP4, pareil, qui sont des antidiabétiques, juste pour vous montrer qu'en fait, le DPP4, il agit sur la voie du GLP-1. Donc, il a le même mode d'action que les agonistes des récepteurs GLP-1. En revanche, lui, il n'a pas d'effet cardiovasculaire. Donc, pour ça, en anesthésie, on est un peu plus tranquille et il n'a pas d'effet sur la mortalité ou les hospitalisations cardiovasculaires.
Et juste pour vous montrer que tout ce beau monde est quand même intimement lié, ici vous avez donc les GLP-1, on en a parlé. L'anéprésiline, je vous rappelle que c'est le sacubitril qui est un inhibiteur de l'anéprésiline, donc l'Entresto, vous savez, l'association sacubitril-valsartan. Et puis là, vous avez les inhibiteurs de DPP4, nos antidiabétiques aussi. Donc, vous voyez, tout ça, c'est partie de la même voie de signalisation et a des effets à différents endroits de ces voies de signalisation. Donc, c'est les mêmes sites thérapeutiques qui sont utilisés en tout cas pour le contrôle glycémique. Et ensuite, chaque molécule a des effets différents ou n'a pas d'effet, par exemple, pour le DPP4 sur les mécanismes cardiovasculaires. Alors, qu'est-ce qu'on en fait de ces médicaments? Donc, initialement, moi, je me suis dit, bah, je vais retourner voir, en fait, qu'est-ce qu'ils font chez les diabétiques. Et donc, il y a ce document qui commence maintenant à être un petit peu ancien de la SPAR. Et donc, quand on regarde les inhibiteurs de DPP4 et les analogues du GLP-1, ils disent arrêter le matin, enfin, ne pas faire de prise le matin de l'intervention. Je dis, ok, super. Sauf qu'en fait, la littérature a un peu évolué depuis. Et il y a eu une alerte en juin l'an dernier par la Société américaine d'anesthésie sur les patients qui prenaient justement des GLP-1 et des estomacs pleins. Et comme je vous l'ai dit, les GLP-1, leur mécanisme, c'est entre autres de produire une satiété et de ralentir la vidange gastrique, donc d'induire une gastroparésie qui ne nous arrange pas du tout, vous imaginez bien. Donc, ils ont proposé, et depuis, vous verrez que la SAR a fait également des préconisations dessus, avec Dan Benamou qui a rédigé ça, sur la gestion des GLP-1 en préopératoire. Les GLP-1, il y a deux façons de les prendre. Il y a une façon Perox, où dans ce cas-là, l'ingestion, elle est quotidienne. Et dans ce cas-là, c'est assez simple, on ne prend pas le matin de l'intervention. Et il y a une façon qui est par voie sous-cutanée et qui est beaucoup plus fréquente en réalité. Et donc, c'est dans ce cas-là une injection par semaine. Et donc, la préconisation, c'est d'arrêter une semaine avant l'anesthésie pour être tranquille pour les effets cardiovasculaires. Le problème, c'est que si votre patient il est insuffisant cardiaque et qu'il prend le GLP-1 pour l'insuffisance cardiaque, super, du coup, la glycémie, vous n'allez pas en entendre parler. Mais s'il est diabétique et insuffisant cardiaque, il va falloir contrôler sa glycémie en fait pendant cette semaine où il n'aura pas son traitement. Donc là, vous devez vous mettre en relation avec son endocrinologue pour gérer l'hyperglycémie pendant la phase d'arrêt. Et donc, ce n'est pas une gestion simple. Et aujourd'hui, il n'y a pas de... C'est pas comme les anticoagulants, on a nos algorithmes. Malheureusement, c'est de la gestion personnalisée. Il faut se mettre en relation avec l'endocrinologue pour ça. Il n'y a pas de données pour dire qu'il faudrait allonger la durée optimale du jeûne. On fait le parallèle avec les patients diabétiques, tout simplement. Pour les patients diabétiques, on n'allonge pas la durée du jeûne opératoire. Et donc là, de la même façon, pour les patients qui sont traités par cette molécule, il n'y a pas d'indication. On reste sur les 4 heures solides, 2 heures liquides. La chirurgie est urgente. Vous allez devoir considérer votre patient comme un estomac plein et donc agir en conséquence avec une induction en séquence rapide. Ce qui est proposé quand on lisait leurs recommandations, c'est le matin où vous recevez votre patient, vous ne l'avez pas forcément vu vous-même à la consultation, ou vous êtes l'infirmier anesthésiste qui le reçoit en salle. Eh bien, il faut tout d'abord vous enquérir, est-ce que votre patient il a des symptômes gastro-intestinaux? Donc, c'est est-ce que vous avez des nausées, des ballonnements, des vomissements, a fortiori, etc. Si vous dites oui, bon, là, attention, un gros warning, il y a un gros risque de régurgitation à l'inhalation. Et dans ce cas-là, il va falloir discuter le report de l'intervention ou alors réaliser une anesthésie pour un estomac plein. Et j'attire votre attention sur notamment tout ce qui est anesthésie pour endoscopie digestive. Donc, c'est une part de mon activité. Donc, comme vous le savez, lors d'une endoscopie digestive haute, votre collègue interventionnel, il a besoin de voir l'estomac. Donc, si vous prenez le risque de faire une anesthésie pour estomac plein et que votre collègue ne voit rien parce que l'estomac est plein, on a quand même tout perdu et on a pris des risques inutiles. Donc, c'est important de discuter à ce moment-là avec le médecin interventionnel, de le sensibiliser au fait qu'il risque de ne rien voir. Et est-ce que ça ne serait pas plus judicieux en fait, de reprogrammer le geste dans de bonnes conditions de sécurité anesthésique et qualité pour l'examen qui puisse être contributif. Donc, ça, c'est la première chose. Si votre patient, tout va bien, il vous dit non, nickel, moi, je n'ai pas de symptômes. Est-ce qu'il a bien arrêté son GLP-1? Oui, ok. Donc, dans ce cas-là, ils disent ok, go, vous pouvez y aller. Si vous dites ah non, on n'a rien dit, et bien dans ce cas-là, si vous avez la possibilité de réaliser une échographie gastrique dans votre bloc opératoire, eh bien vous pouvez à ce moment-là réaliser une échographie gastrique. Si l'estomac est vide, super, go.
l'estomac est plein, et ben on repère la discussion précédente de discuter ou reporter l'anesthésie. Et si c'est pas disponible, bah, vous raisonnez comme si votre patient était avec un estomac plein. Donc, en conclusion, pour les nouvelles molécules aujourd'hui, pour les inhibiteurs des SGLT2, donc je vous rappelle qu'ils sont maintenant recommandés pour tous les patients insuffisants cardiaques, quelle que soit leur fraction d'éjection, donc même ceux qui ont une fraction d'éjection préservée, ceux à dysfonction diastolique et à pression de remplissage élevée, c'est un arrêt à J-3. Pour les inhibiteurs de la népriséline et valsartan, donc sacubitril, valsartan, l'Entrepsto, aujourd'hui, on préconise de les arrêter la veille de l'intervention, mais on attend les résultats de stop hormone, notamment pour savoir. Les agonistes GLP1, donc quand ils sont pris péroste, arrêt la veille, ils sont pris en voie cutanée, arrêt une semaine avant. Inhibiteurs de DPP4, on reste arrêt la veille. Et le Versigouet, on n'a pas de données. Donc, comme on suspecte un risque d'hypotension péropératoire, par principe de précaution, on l'arrête la veille de l'intervention également, mais aujourd'hui, on n'a pas de données. Et vous voyez, il y a quand même des molécules pour lesquelles on n'a pas de réponse. Et probablement que la littérature va encore évoluer en fait dans les années à venir, et que si je vous refais ce topo dans 2 ans, probablement qu'il y aura de nouvelles données et qu'on aura peut-être des recommandations différentes, puisque ça évolue très très vite dans le domaine de l'insuffisance cardiaque. Je vous remercie pour votre attention et je serai ravie de répondre à vos questions. Merci beaucoup Alice pour cette belle présentation. Voilà, c'est parfait, tu as déjà départagé ton écran. J'ai commencé par te poser quelques questions. N'hésitez pas sur le chat, si vous avez des questions, à les poser par écrit. Je me chargerai de les transmettre à Alice pour vous. Donc peut-être une première question, si tu as ces chiffres-là, est-ce que tu pourrais nous dire combien ça concerne de patients, ces patients insuffisants cardiaques, d'une part, ceux qui auraient les nouveaux traitements aussi, parce que je suppose qu'avant, il n'y avait pas vraiment de traitement propre. Maintenant, comme ils sont apparus, on va avoir de plus en plus de patients. Donc, quelle population ça intéresse, tout ça? Alors, je n'ai pas de chiffres exacts, mais c'est ce que je disais en introduction, c'est que ça représente quand même les insuffisants cardiaques 1 à 2% de la population, donc c'est quand même assez important, et surtout, ça représente plus de 10% des plus de 70 ans. Ce qui veut dire concrètement qu'en fait, on va en voir de plus en plus et qu'on en aura de plus en plus. Après, en théorie, du coup, tous les insuffisants cardiaques, comme vous l'avez compris, devraient avoir des SGLT2 dans leur traitement aujourd'hui, d'après les recommandations qui datent de 2023. Et donc, la question, surtout, c'est du suivi des patients, en fait. Est-ce qu'ils ont été voir leur cardiologue ou leur médecin traitant récemment? Et est-ce qu'ils sont suivis régulièrement? Ou est-ce qu'ils sont perdus de vue, comme malheureusement beaucoup de nos patients, où il y a des difficultés d'accès aux soins? Et donc, ces patients, c'est là où on a un rôle aussi, moi, je trouve, en consultation d'anesthésie, de les remettre dans un circuit de soins, même s'ils venaient pas pour une intervention, entre guillemets, à haut risque, pour pouvoir leur permettre d'avoir un traitement qui permet de réduire la mortalité. Donc, c'est quand même ça qui est important à retenir. C'est que, encore une fois, moi, ça me rassure de voir un patient qui a ce traitement-là, parce que ça veut dire qu'il est bien suivi. Donc là, je rebondis sur ce que tu viens de dire. Donc, on parle bien de mortalité, hein. Le risque principal pour ces patients-là, s'ils ne sont pas bien soignés ou pas bien pris en charge, c'est un risque de mortalité accrue, pas seulement de morbidité. On est d'accord. Ah, tout à fait, ouais. Là, c'est vraiment de mortalité dont on parle. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait craindre là, une question lors de la prise en charge de ces patients-là, s'ils ne sont pas bien optimisés, pas bien traités? C'est quoi? C'est l'OAP? C'est la souffrance cardiaque? Qu'est-ce qu'on peut craindre? Alors, le problème des insuffisants cardiaques, c'est qu'ils peuvent nous faire un panel d'événements assez large. On va dire que globalement, le patient cardiaque au sens large, donc pas que l'insuffisance cardiaque, les principales complications qu'il va développer après une intervention chirurgicale, notamment à risque élevé ou modéré, ça va être ce qu'on appelle dans la littérature les MACE, les Major Adverse Cardiovascular Events. Donc, en français, c'est donc les complications majeures cardiaques, et ça englobe principalement toute la panoplie cardiovasculaire. Donc, ça va du cerveau, les AVC, beaucoup d'insuffisance rénale aiguë, donc des acute injury, pardon. Ça va également, bien sûr, avoir toutes les cardiopathies ischémiques, donc on peut tout à fait avoir un infarctus du myocarde. Dans le cas des insuffisants cardiaques, tu l'as très bien dit, effectivement, on peut avoir une décompensation cardiaque gauche à type d'OAP. Et donc, c'est d'ailleurs utile de doser des peptides natriurétiques en préopératoire pour, pour avoir, pour avoir une baseline, enfin une référence.
et ainsi pouvoir faire un diagnostic en post-opératoire. Donc, ça, c'est extrêmement important. Donc, malheureusement, ça a un panel de complications cardiovasculaires qui est extrêmement vaste. Euh, et c'est surtout les décompensations d'insuffisance cardiaque pour ces patients-là qui vont primer, oui. Donc, un risque important, une population qui va devenir de plus importante, donc nécessité, comme tu disais tout à l'heure pendant ta présentation, pour les anesthésistes, mais aussi pour les infirmiers anesthésistes au bloc opératoire, de détecter ces médicaments dans la feuille de traitement de ces patients et puis les connaître, en connaître les risques principaux. Mais comment est-ce que, donc, ça c'est le début, donc les détecter, les connaître, et ensuite, ce serait quoi les grandes idées dans les trois phases périopératoire? Donc le préopératoire, on fait attention à quoi? En péropératoire, on fait attention à quoi? En post-opératoire, on fait attention à quoi? Un peu en résumé de ton topo. Bah alors, préopératoire, du coup, c'est une phase qui est hyper importante parce que déjà, il faut dépister ces patients, savoir s'ils sont bien traités. S'ils sont bien traités, il va falloir arrêter les molécules et vous avez vu notamment le SGLT2, c'est 3 jours avant. Les GLP-1, donc, ils sont moins utilisés chez l'insuffisance cardiaque, mais quand même, bah, c'est 1 semaine avant si c'est par voie sous-cutanée. Donc ça, c'est hyper important. Et puis, il va falloir gérer la glycémie s'ils sont diabétiques par ailleurs. Donc, il y a vraiment un travail en préopératoire de screening et puis d'éducation thérapeutique du patient. Donc là, il faut lui faire une ordonnance en lui marquant ce qu'il arrête, ce qu'il poursuit, parce que sinon, avec ses listes de médicaments, il ne va pas s'en sortir et c'est normal. Donc ça, c'est la première chose. Ensuite, au bloc opératoire, bah, c'est vérifier qu'il a bien arrêté ses traitements. Ça, c'est ce qu'on fait au quotidien, mais c'est hyper important. Et puis, garder en tête que ces patients, ils sont du coup pas anodins, ils sont à risque, soit d'hypotension, soit de déshydratation parce qu'ils ont une diurèse osmotique, notamment avec les SGLT2. Et puis, pour les SGLT2, ils sont à risque d'acidocétose euglycémique. Et donc, ça, c'est hyper important, là, du coup, pour la phase post-opératoire, de vous dire, ah, mon patient, il a cette molécule, il est nauséeux, il a des douleurs abdos, etc. Mais je ne le trouve pas comme un patient, on va dire, en post-op classique. Et bien dans ce cas-là, j'y pense et je fais le diagnostic en faisant une cétonémie et un gaz du sang si nécessaire. Et je lui apporte du coup du soluté glucosé aussi parce qu'il est probablement déshydraté et puis par une glycosurie qui participe également de façon osmotique. Donc tu parlais d'une des classes de médicaments qui pouvaient ralentir le transit intestinal et puis faire qu'on pouvait considérer un patient comme estomac plein. Le glucogastrique, ça peut être une solution pour ces patients-là. Oui, c'est même une excellente solution. Alors après, l'échographie gastrique, bah, faut savoir la faire, Ouais. mais ça, on peut se former. Et puis deux, il faut avoir un échographe. Et bah, c'est pas, on en a de plus en plus, mais on n'en a pas toujours. Et en fait, ça dépend par exemple du site opératoire qu'on est. Moi, il y a des secteurs du bloc où j'en ai partout. Et par exemple, sur le secteur interventionnel, bon, à part la machine du radiologue, et ben, j'en ai moins facilement accès. Il faut que j'aille de l'autre côté du bloc, donc c'est sûr que c'est moins facile. Donc voilà, je pense qu'il faut la faire si on a le moindre doute ou demander à un de ses collègues parce qu'on est quand même plusieurs au bloc opératoire, c'est toujours l'utilité. Donc si vous ne savez pas le faire, bah, peut-être que vous avez un collègue qui sait la faire. Et puis sinon, bah, c'est l'occasion justement d'aller voir qui sait en faire autour de vous et leur demander de venir vous montrer ou d'aller vous former. Parce que ça rend quand même beaucoup de service de pouvoir faire une induction un peu plus serein en sachant que l'estomac est vide plutôt que de voir que c'est déjà bien plein et que ça va être compliqué, il va falloir vite mettre le tuyau, quoi. Alors, est-ce que l'anesthésiste peut aussi profiter d'une filière qui existerait pour ces patients-là, où il y aurait plusieurs spécialités? Donc lui, évidemment, le cardiologue, peut-être l'endocrinologue, tu en parlais également tout à l'heure. Est-ce que c'est des choses qui peuvent se faire en pratique? Est-ce qu'on peut appeler un ami à la rescousse dans la prise en charge de ces patients quand on est anesthésiste? Alors, l'idéal, ce serait, entre guillemets, de joindre bah, les médecins du patient, entre guillemets. Notamment, je pense là, pour le coup, aux diabétologues, parce que bah, c'est vraiment des suivis personnalisés. Et donc, c'est vraiment le plus facile. Euh, à ma connaissance, il n'y a pas de choses formalisées, entre guillemets, d'équipe, on va dire, préopératoire ou périopératoire, comme ça pourrait se faire, qui inclurait un cardiologue, un diabétologue, mais il y a plutôt des organisations locales où localement, vous allez identifier eh ben, le cardiologue que vous allez pouvoir appeler ou la filière que vous allez pouvoir appeler quand vous avez besoin d'un avis, même si le patient n'est pas suivi sur votre hôpital ou votre clinique. Et pareil pour l'endocrinologue, où vous allez pouvoir avoir un avis. Et puis, si vous n'avez pas cette ressource sur votre site, je pense qu'il faut créer des partenariats pour le coup avec l'établissement d'à côté, qu'il soit public ou privé, où vous pouvez avoir un avis assez rapidement parce que ben, on est anesthésiste, on n'est pas diabétologue, donc on peut adapter la phase aiguë. Mais c'est quand même beaucoup plus simple de le faire avec quelqu'un dont c'est le métier.
Je transmets une question qui était sur le chat. Donc, que pensez-vous des résultats de l'étude Paragon qui n'a pas trouvé davantage de l'Intresto par rapport à l'IEC dont le traitement de l'insuffisance cardiaque à fraction d'éjection ventriculaire gauche réduite chez un coronarien? Alors ça, c'est une question de spécialiste. Hein. Donc effectivement, l'étude Paragon n'a pas mis en évidence qu'il y avait de bénéfices de l'Entresto par rapport à un IEC seul. Donc pour rappel, l'Entresto, c'est l'association de sacubitril/valsartan chez les patients suivant cardiaque coronariens et qui ont une fraction d'éjection réduite. Alors qu'est-ce que j'en pense? Je ne suis pas cardiologue, donc en fait la question qui se pose, c'est vous avez vu que ça évolue hyper rapidement. Donc là, j'ai montré pour le SGLT2, mais c'est vrai également pour d'autres molécules. Et qu'en fait, aujourd'hui, il y a une indication pour tous les patients, entre guillemets, insuffisant cardiaque, mais probablement qu'en fait, demain et après-demain, on va affiner ces catégories. Et que probablement, comme je l'ai dit au début de la présentation, l'insuffisance cardiaque, c'est un ensemble extrêmement hétérogène. Si vous êtes insuffisant cardiaque sur une cardiopathie congénitale, sur une valvulopathie ou sur une coronariopathie, évidemment que ce pas les mêmes mécanismes, évidemment que les molécules vont agir, vont avoir des répercussions différentes. Donc, je pense qu'on va encore affiner, en fait, tout simplement les indications de traitement pour chaque sous-type, entre guillemets, d'insuffisance cardiaque et qu'on va arriver à personnaliser de plus en plus ces traitements. Voilà. Après, je ne suis toujours pas cardiologue, donc c'est pas moi qui vais prescrire ce genre de traitement, mais voilà, en tout cas, mon opinion sur le sujet. Ce que tu dis, ça va encore dans le sens du besoin de données encore. Donc, il y a encore des travaux de recherche à faire, apparemment. Je ne sais pas si Stopornote n'est pas sorti encore, hein, je crois. Et ben, on l'attend dans les jours qui viennent, ça ne devrait pas tarder. Ah oui, c'est ça, c'est imminent. Donc, on en saura peut-être un peu plus pour une Mm. des classes de médicaments que tu nous as parlé déjà. Mais donc, pour les jeunes chercheurs, il y a encore des champs à explorer dans ce Ah domaine-là. oui, c'est vaste. Mm. Est-ce que tu avais des choses à ajouter, Alice? Un message important que tu aurais voulu passer ou répéter? Eh bien, oui, juste vraiment pensez-y à la consultation, prenez le temps de dépister. Et en enfin, en pré-opératoire et post-opératoire, pareil, checkez la liste des médicaments de vos patients et regardez vraiment attentivement et pensez aux complications pour pouvoir les diagnostiquer, puisque vous avez vu que notamment, il y en a une, si on n'y pense pas, on ne va pas la diagnostiquer. Donc voilà, donc ça évolue très très vite. Donc je pense que c'est aussi important qu'on se tienne informé sur le sujet et qu'on puisse voilà, transmettre les messages avec les nouvelles molécules. Et puis un grand merci pour l'invitation. J'ai été ravie de participer au lundi du rare. Merci beaucoup à toi, Alice, d'avoir accepté notre invitation. On était ravis de t'avoir. Donc merci d'avoir assisté à ce lundi du rare numéro 24 qui était en ligne, donc qui sera disponible en replay en quelques jours. Je vous donne rendez-vous en septembre prochain. Donc on va faire la pause d'été pour les mois de juillet et mois d'août. Donc c'est pour le prochain lundi du rare en septembre. Donc, je n'ai pas encore la date, mais pas encore le sujet. On y travaille. On a déjà des petites idées déjà pour programmer une fin d'année intéressante pour les lundis du rare. En attendant, je vous propose de nous retrouver sur notre site internet www.rare.bzh et sur les réseaux sociaux, Twitter, LinkedIn et Instagram. Je vous souhaite une bonne soirée et à bientôt.